Lecture de Noé et moi de Delphine de Vigan, pages 44 à 82. Quand j'étais petite, je passais des heures devant la glace à essayer de recoller mes oreilles. Je me trouvais moche. Je me demandais si ça pouvait se réparer, par exemple en les enfermant tous les jours dans un bonnet de bain, été comme hiver, ou dans un casque de vélo. Ma mère m'avait expliqué que, bébé, je dormais sur le côté, l'oreille mal pliée. Quand j'étais petite, je voulais être un feu rouge, au plus grand carrefour. Il me semblait qu'il n'y avait rien de plus digne, de plus respectable. Régler la circulation, passer du rouge au vert et du vert au rouge pour protéger les gens. Quand j'étais petite, je regardais ma mère se maquiller dans le miroir. Je suivais ses gestes un à un. Le crayon noir, le rimel, le rouge sur ses lèvres. Je respirais son parfum. Je ne savais pas que c'était si fragile. Je ne savais pas que les choses peuvent s'arrêter, comme ça, et ne plus jamais revenir. Quand j'avais 8 ans, ma mère est tombée enceinte. Ça faisait longtemps qu'ils essayaient d'avoir un deuxième enfant, mon père et elle. Elle était allée chez le gynécologue, elle avait pris des médicaments, elle avait eu des piqûres, et puis ça avait fini par venir. Dans l'encyclopédie des mammifères, j'avais étudié la reproduction, l'utérus, les ovules, les spermatozoïdes et tous ces trucs-là. Alors j'avais pu poser des questions précises pour comprendre ce qui se passait. Le médecin avait parlé d'une fécondation in vitro. J'aurais trouvé ça épique d'avoir un frère ou une sœur fabriqués dans une éprouvette. Mais finalement, il n'en avait pas eu besoin. Ma mère est tombée enceinte au moment où il n'y croyait plus. Le jour où elle a fait le test, nous avons bu du champagne et trinqué en levant nos coupes. Il ne fallait en parler à personne, avant que les 3 mois soient passés. Les 3 mois où les mères risquent de perdre les bébés. Moi, j'étais sûr que ça allait marcher. Je suivais dans mes encyclopédies la taille de l'embryon, les différentes étapes de son développement et tout. J'observais les schémas et je faisais des recherches complémentaires sur Internet. Au bout de quelques semaines, on a pu l'annoncer à tout le monde et on a commencé à se préparer. Mon père a transféré son bureau dans le salon pour libérer la pièce. On a acheté un lit pour le bébé qui était une fille. Ma mère a sorti les habits de quand j'étais petite. On les a triés ensemble. On a tout installé bien plié dans la grande commode laquée. L'été, nous sommes partis à la montagne. Je me souviens du ventre de maman dans son maillot de bain rouge au bord de la piscine, de ses cheveux longs abandonnés au vent, de ses siestes à l'ombre du parasol. Quand nous sommes rentrés à Paris, il ne restait plus que 2 ou 3 semaines avant la naissance. Je trouvais ça incroyable d'imaginer qu'un bébé allait sortir du ventre de maman. Que cela puisse se déclencher comme ça d'un seul coup sans prévenir, même si j'avais lu beaucoup de choses dans les livres de grossesse, même si tout cela pouvait s'expliquer de manière scientifique. Un soir, ils sont partis à la maternité. Ils m'ont laissé chez la voisine d'en face pour la nuit. Mon père portait la valise que nous avions préparée ensemble. Avec les petits pyjamas, les chaussons et tout, ça se voyait qu'ils étaient heureux. Le matin, très tôt, il a téléphoné. Ma sœur était née. Le lendemain, j'ai pu aller la voir. Elle dormait dans un lit en plastique transparent, monté sur des roulettes à côté de ma mère. Je sais qu'on envoie des avions supersoniques et des fusées dans l'espace, qu'on est capable d'identifier un criminel à partir d'un cheveu ou d'une minuscule particule de peau, de créer une tomate qui reste 3 semaines au réfrigérateur sans prendre une rire, et que l'on peut faire tenir dans une puce microscopique des milliards d'informations. Mais rien, rien de tout ce qui existe et ne cesse d'évoluer ne me paraîtra plus incroyable, plus spectaculaire que ça. Thaïs était sortie du ventre de maman. Thaïs avait une bouche, un nez, des mains, des pieds, des doigts, des ongles. Thaïs ouvrait et fermait les yeux, bâillait, tétait, agitait ses petits bras, et cette mécanique de haute précision avait été fabriquée par mes parents. Parfois, quand je suis seule à la maison, je regarde les photos, les premières. Il y a Thaïs dans mes bras, Thaïs endormie sur le sein de ma mère. Nous 4, assis sur le lit de la maternité. Celle-ci, c'est ma grand-mère qui l'a prise. Elle n'est pas très bien cadrée, on voit la chambre en arrière-fond, les murs bleus, les cadeaux, les boîtes de chocolat. Il y a surtout le visage de maman, incroyablement lisse, et son sourire. Quand je fouille dans le petit coffre en bois où les photos sont rangées, j'ai le cœur qui bat très fort, à déchirer ma poitrine. Maman serait folle si elle me surprenait.
Au bout de quelques jours, elles sont revenues à la maison. J'aimais bien changer Thaïs, lui donner son bain, essayer de la consoler quand elle pleurait. Je me dépêchais de rentrer de l'école pour les retrouver. Quand elle a commencé à boire au biberon, je m'installais sur le canapé, un coussin calé sous le bras, pour lui donner celui du soir. Il fallait faire attention aux bulles d'air et à la vitesse de la tétine, je m'en souviens. Ces moments ne nous appartiennent plus. Ils sont enfermés dans une boîte, enfouis au fond d'un placard, hors de portée. Ces moments sont figés, comme sur une carte postale ou un calendrier. Les couleurs finiront peut-être par passer, d'éteindre. Ils sont interdits dans la mémoire et dans les mots. Un dimanche matin, j'ai entendu le cri de maman, un cri que je n'oublierai jamais. Encore aujourd'hui, quand je laisse mon esprit vagabonder, quand je ne surveille pas le chemin de mes pensées, quand ça flotte dans ma tête parce que je m'ennuie, quand autour de moi le silence se prolonge, le cri revient et me déchire le ventre. J'ai couru dans la chambre, j'ai vu maman qui secouait Thaïs en hurlant. Je ne comprenais pas. Elle la serrait contre elle, la secouait de nouveau, l'embrassait. Thaïs avait les yeux fermés. Mon père était déjà au téléphone pour appeler le SAMU. Et puis, maman s'est laissée glisser sur la moquette, elle s'est recroquevillée sur le bébé à genoux. Elle pleurait en disant « Non, non, non ». Je me souviens qu'elle était seulement vêtue d'un soutien-gorge et d'une culotte. Je me suis dit que ce n'était pas une tenue pour recevoir les gens. En même temps, il me semblait que quelque chose était en train de se passer, quelque chose d'irrémédiable. Les médecins sont arrivés vite. Ils ont examiné Thaïs et je sais que maman a vu dans leurs yeux que c'était fini. C'est à ce moment-là que papa a pris conscience que j'étais là. Il m'a emmené à l'écart, son visage était pâle et ses lèvres tremblaient. Il m'a serré très fort dans ses bras, sans un mot. Il y a eu les faire-part, les conversations à voix basse, les innombrables coups de téléphone, les lettres, l'enterrement, et puis un grand vide, comme un trou noir. On n'a pas tellement pleuré, je veux dire tous ensemble. Peut-être qu'on aurait dû, peut-être qu'aujourd'hui ça serait plus facile. La vie a repris comme avant, avec le même rythme, les mêmes horaires, les mêmes habitudes. Ma mère était là avec nous, elle préparait les repas, faisait les machines, étendait le linge. Mais c'était comme si une part d'elle s'était absentée pour rejoindre Thaïs dans un endroit qu'elle seule connaissait. Elle a prolongé son premier arrêt maladie par un second, et puis un autre encore. Elle ne pouvait plus travailler. J'étais en CM2. L'institutrice a demandé à voir mon père parce qu'elle trouvait que j'avais un comportement anormal pour une enfant de mon âge. J'ai assisté à l'entretien. Elle a dit que j'étais renfermé et solitaire, que je faisais preuve d'une maturité inquiétante. Je me souviens de ces mots. Elle a fait allusion à la mort subite de Thaïs. Toute l'école savait. Elle a dit que c'était un grand traumatisme pour une famille, que chacun risquait de se perdre, qu'il fallait se faire aider. C'est elle qui a conseillé à mon père de m'emmener voir une psychologue. C'est pourquoi, jusqu'à la fin de l'année, j'ai été voir madame Cortance tous les mercredis. Elle m'a fait repasser des tests de QI et d'autres tests avec des noms bizarres ou des initiales dont je ne me souviens plus. J'y suis allé s'entraîner les pieds pour faire plaisir à mon père. Je refusais de faire des dessins et tous ces trucs qu'on fait faire aux enfants chez les psychologues pour deviner des choses qu'ils pensent sans vraiment les penser ou sans savoir qu'ils les pensent, mais j'acceptais de parler. Madame Cortance hochait la tête avec beaucoup de conviction, m'interrompait rarement, je lui faisais part de mes théories sur le monde. C'est à ce moment-là que j'ai commencé, théorie des sous-ensembles, théorie de l'infiniment stupide, théorie des cols roulés, équations sans inconnu, segments visibles et invisibles, et j'en passe. Elle écoutait vraiment, se rappelait toujours ce que j'avais dit à la fois précédente, se lançait dans des rapprochements ou des déductions, et je hochais la tête à mon tour, pour ne pas la contrarier ni lui faire de la peine, parce que madame Cortance avait un chignon incroyable posé au-dessus de la tête, dont la hauteur relevait sans aucun doute de la pure magie. Ma mère est tombée malade. Nous l'avons vue s'éloigner petit à petit, sans pouvoir la retenir. Nous avons tendu la main sans pouvoir la toucher. Nous avons crié sans qu'elle semble nous entendre. Elle ne parlait plus, ne se levait plus. Elle restait au lit toute la journée ou dans un grand fauteuil du salon, à somnoler devant la télé. Parfois elle me caressait les cheveux ou le visage, le regard dans le vide. Parfois elle serrait ma main comme ça, sans raison. Parfois elle m'embrassait les yeux. Elle ne prenait plus ses repas avec nous.
ne s'occupait plus de la maison. Mon père lui parlait pendant des heures. Parfois il se fâchait contre elle. J'entendais des éclats de voix qui venaient de la chambre. J'essayais de distinguer les mots et les prières. Je collais mon oreille contre le mur. Je m'endormais comme ça, assise dans mon lit, et me réveillais en sursaut quand mon corps retombait sur les draps. L'été suivant, nous avons rejoint des amis à la mer. Maman est restée presque tout le temps dans la maison. Elle n'a pas mis son maillot de bain, ni ses sandales avec la grosse fleur au milieu. Je crois qu'elle s'habillait tous les jours de la même manière quand elle pensait à s'habiller. Il faisait chaud cette année-là. Une drôle de chaleur moite, collante et tout. Avec mon père, nous avons essayé de rester gais, de retrouver l'ambiance de nos vacances, comme avant. Mais nous n'étions pas assez forts. Maintenant, je sais une bonne fois pour toutes qu'on ne chasse pas les images, et encore moins les brèches invisibles qui se creusent au fond des ventres. On ne chasse pas les résonances, ni les souvenirs qui se réveillent quand la nuit tombe ou au petit matin. On ne chasse pas l'écho des cris, et encore moins celui du silence. Ensuite, comme chaque année, je suis parti un mois en Dordogne chez mes grands-parents. À la fin de l'été, mon père est venu me rejoindre. Il avait des choses importantes à me dire. Ma mère avait été admise dans un hôpital spécialisé pour les personnes en grave dépression et j'étais inscrite à Nantes, dans un collège spécialisé pour les enfants intellectuellement précoces. J'ai demandé à mon père dans quoi il avait l'intention de se spécialiser. Il a souri et m'a prise dans ses bras. J'ai passé 4 années à Nantes. Quand j'y pense maintenant, cela paraît beaucoup, je veux dire, si on compte 1, 2, 3, 4 années scolaires, chacune correspondant environ à 10 mois, chaque mois correspondant à 30 ou 31 jours. Cela paraît énorme, je ne compte pas les heures ni les minutes. Pourtant, ce temps-là s'est ramassé sur lui-même, vide, comme une page laissée blanche dans un cahier. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de souvenirs, mais que les couleurs sont fausses, éclatées, comme sur une photo surexposée. Je rentrais à Paris un week-end sur 2. Au début, j'allais voir ma mère à l'hôpital, le cœur serré, la peur au ventre. Ses yeux étaient vitreux comme ceux des poissons morts. Son visage figé. Elle regardait la télévision dans la salle commune. De loin, je reconnaissais son corps voûté, le tremblement de ses mains. Mon père essayait de me rassurer. Elle prenait beaucoup de médicaments, il y avait des effets secondaires, mais les médecins étaient optimistes. Elle allait mieux. Plus tard, elle est sortie. Elle venait me chercher à la gare Montparnasse avec lui. Il m'attendait au bout du quai. De loin, j'essayais de m'habituer à sa silhouette, immobile, brisée. Nous nous embrassions sans effusion. Mon père attrapait mon sac, et nous nous dirigions vers l'escalator. Je respirais à plein poumon l'odeur de Paris. Nous montions tous les trois dans la voiture. Le lendemain, il me ramenait à la gare. Le temps était passé si vite. Il fallait repartir. Pendant des semaines, j'ai rêvé qu'un dimanche mon père dirait que ce n'est plus possible. Reste avec nous, tu ne peux pas être si loin, qu'il ferait demi-tour avant d'arriver à la gare. Pendant des semaines, j'ai rêvé qu'au dernier feu rouge, ou bien au moment de couper le contact, il dirait « c'est absurde » ou bien « c'est ridicule » ou bien « ça fait trop mal ». Pendant des semaines, j'ai rêvé qu'un jour, il appuierait sur l'accélérateur, pied au plancher, et nous projetterait tous les trois dans le mur du parking, unis pour toujours. J'ai fini par revenir pour de bon. J'ai retrouvé Paris, une chambre d'enfant qui me ressemble plus. J'ai demandé à mes parents de m'inscrire dans un lycée normal pour élèves normaux. Je voulais que la vie reprenne comme avant, quand tout semblait simple et s'enchaînait sans qu'on y pense. Je voulais que plus rien ne nous distingue des autres familles, où les parents prononcent plus de 4 mots par jour, et où les enfants ne passent pas leur temps à se poser les mauvaises questions. Parfois, je me dis que Thaïs aussi devait être intellectuellement précoce. C'est pour ça qu'elle a lâché l'affaire, quand elle a compris quelle galère ça allait être, et que contre ça il n'y a rien, pas de remède, pas d'antidote. Je voudrais seulement être comme les autres. J'envie leur aisance, leur rire, leurs histoires. Je suis sûr qu'ils possèdent quelque chose que je n'ai pas. J'ai longtemps cherché dans le dictionnaire un mot qui dirait la facilité, l'insouciance, la confiance et tout. Un mot que je collerais dans mon cahier en lettres capitales comme une incantation. L'automne est venu et nous essayons de reprendre le cours de notre vie. Mon père a changé de travail. Il a fait repeindre les murs de la cuisine et ceux du salon. Ma mère va mieux. C'est ce qu'il répond au téléphone. Oui, oui, Anouk va mieux. Beaucoup mieux. Elle récupère petit à petit. Parfois, j'ai envie de lui arracher le téléphone des mains et de hurler à toute force. Non, Anouk ne va pas mieux. Anouk est si loin de nous que nous ne pouvons pas lui parler.
Anouk nous reconnaît à peine. Elle vit depuis 4 ans dans un monde parallèle inaccessible, un genre de 4e dimension, et se fout pas mal de savoir si nous sommes vivants. Quand je rentre chez moi, je la trouve assise sur son fauteuil au milieu du salon. Elle n'allume pas la lumière, du matin jusqu'au soir, elle reste là, je le sais, sans bouger. Elle déplie une couverture sur ses genoux, elle attend que le temps passe. Quand j'arrive, elle se lève, accomplit une succession de gestes et de déplacements, par habitude ou par automatisme, sort du placard les paquets de biscuits, pose les verres sur la table, s'assoit près de moi sans rien dire, ramasse la vaisselle, range ce qui reste, passe un coup d'éponge. Les questions sont toujours les mêmes. Tu as passé une bonne journée? Tu as beaucoup de travail aujourd'hui? Tu n'as pas eu froid avec ton blouson? Elle écoute les réponses d'une oreille distraite. Nous sommes dans un jeu de rôle. Elle est la mère et moi la fille. Chacune respecte son texte et suit les indications. Plus jamais elle ne pose la main sur moi. Plus jamais elle ne touche mes cheveux, ne caresse ma joue. Plus jamais elle ne me prend par le cou, par la taille. Plus jamais elle ne me serre contre elle. Je compte. 1, 2, 3, 4 gouttes. Je regarde le nuage ocre se dissoudre dans l'eau, comme la peinture s'échappe du pinceau au fond du verre. La couleur se répand peu à peu, teinte le liquide, disparaît. Depuis combien? Depuis longtemps, je suis insomniaque. À un mot qui finit comme maniaque, patraque, hypocondriaque, bref, à un mot qui dit que quelque chose se détraque. J'avale des gélules aux plantes le soir au dîner, et quand ça ne suffit pas, mon père me donne du Rivotril, un médicament qui emmène dans un trou noir, un trou où on ne pense plus à rien. Je dois en prendre le moins souvent possible à cause de l'accoutumance, mais ce soir le sommeil m'échappe. Il y a des heures que j'essaie. Je compte tout ce que je peux compter, les dents du mouton, les cheveux du marchand de sable, ses taches de rousseur et ses grains de beauté. Je suis comme une pile sous la couette. Je sens mon cœur battre dans mon cou. Il y a trop de mots dans ma tête qui se mélangent, se percutent, comme un immense carambolage. Des phrases toutes brouillées se disputent le devant de la scène, et les moutons bêlent de concert, en fond sonore. Mademoiselle Bertignac, il faudra prévoir une partie sur le SAMU social. Pépite, est-ce que tu sais ce que tu ressembles à la fée Clochette avec ton bonnet? C'est à cette heure-ci que tu rentres? Non, je ne veux pas que tu enregistres. Une pression, s'il vous plaît. Mesdemoiselles, je vais encaisser. Non, demain, je ne peux pas. Après-demain, si tu veux. Les parapluies, ça ne sert à rien parce que je les perds. Mais enfin, laissez descendre les gens avant de monter. Je ne sais pas finalement ce qu'il a décidé d'accepter. Je suis revenu quelques jours plus tard. Elle était devant la gare, en face de l'antenne de police. Il y a un vrai campement de sans-abri, avec des tentes, des cartons, des matelas et tout. Elle était debout, elle discutait avec eux. Je me suis approché, elle me les a présentés d'abord, la mine solennelle, droite comme un i, Roger, Momo et Michel, puis m'a tendu vers moi, Lou Bertignac, qui vient pour m'interviewer. Momo s'est marré, et il n'avait plus beaucoup de dents. Roger m'a tendu la main, et Michel s'est renfrogné. Roger et Momo voulaient que je les interviewe aussi. Ça les faisait rire. Roger a approché son poing comme un micro sous le menton de Momo. Alors, Momo, ça fait combien de temps que tu n'as pas pris un bain? Moi, je n'étais pas à l'aise, mais j'essayais de faire bonne figure. J'ai expliqué que c'était pour le lycée, qu'ils n'aillent pas s'imaginer qu'ils allaient passer au journal de 20 heures, et que l'enquête portait uniquement sur les femmes. Roger a dit que tout ça, c'était la faute aux tocards du gouvernement, et que les politiques, c'étaient tous de la merde. J'ai fait oui de la tête, parce qu'il valait mieux être d'accord de toute façon. Il a sorti d'un sac en plastique un vieux bout de saucisson sec dont il a coupé quelques tranches qu'il a offertes à la ronde. Sauf à Momo, sans doute parce qu'il ne pouvait plus en manger avec si peu de dents. Je n'ai pas osé refuser, même si je dois avouer que ça ne me disait rien qui vaille. J'aurais eu trop peur de le vexer. J'ai avalé presque tout rond, sans mâcher. Ça avait le goût de rance. Je crois que je n'ai jamais rien avalé d'aussi mauvais, et pourtant je mange à la cantine. Nous nous sommes dirigés vers le café, Noé et moi. Je lui ai dit qu'ils étaient sympas, ses copains. Elle s'est arrêtée et m'a répondu « Dehors, on n'a pas d'amis ». Le soir, quand je suis rentré, j'ai noté la phrase sur mon cahier. Nous prenons rendez-vous d'une fois sur l'autre. Parfois elle vient, parfois elle ne vient pas. J'y pense toute la journée, j'attends la fin des cours avec impatience. Dès que la sonnerie retentit, je me précipite dans le métro, avec toujours cette peur de ne pas la revoir, cette peur qu'il lui soit arrivé quelque chose. Elle vient d'avoir 18 ans. Elle a quitté à la fin du mois d'août un foyer d'urgence dans lequel elle a été accueillie pendant quelques mois, tant qu'elle était encore mineure.
Elle vit dans la rue, mais elle n'aime pas qu'on le dise, et il y a des mots qu'elle refuse d'entendre. Je fais attention, car si elle se fâche, elle ne dit plus rien. Elle se mord la lèvre et regarde par terre. Elle n'aime pas les adultes, elle ne fait pas confiance. Elle boit de la bière, se ronge les ongles, traîne derrière elle une valise à roulettes qui contient toute sa vie. Elle fume les cigarettes qu'on lui donne, du tabac roulé quand elle peut en acheter. Ferme les yeux pour s'extraire du monde. Elle dort ici ou là, chez une copine qu'elle a rencontrée en pension et qui travaille au rayon charcuterie du Auchan de la porte de Bagnolet, chez un contrôleur SNCF qui l'héberge de temps en temps. Elle squatte à droite et à gauche, au gré de ses rencontres. Elle connaît un garçon qui a réussi à récupérer une tante médecin du monde et dort dehors. Une fois ou deux, il l'a recueillie, sans rien lui demander. Elle m'a dit, si tu passes rue de Charenton, en face du 29, tu verras sa tante, c'est son coin. Quand elle ne sait pas où dormir, elle appelle le SAMU social pour trouver un centre d'accueil d'urgence. Mais avant l'hiver, c'est difficile, car beaucoup sont fermés. Au relais d'Auvergne, nous avons notre table, un peu à l'écart, nos habitudes et nos silences. Elle boit un demi ou deux, je prends un coca. Je connais par cœur les murs jaunis, leurs peintures écaillées, les appliques de verre poli, les cadres et leurs images démodées, l'air agacé du serveur. Je connais No, sa manière d'être assise, en déséquilibre, ses hésitations et sa pudeur, l'énergie qu'elle dépense pour avoir l'air normal. On s'assoit l'une en face de l'autre. Je vois la fatigue sur son visage. C'est comme un voile gris qui la recouvre, l'enveloppe et peut-être la protège. Elle a fini par accepter que je prenne des notes. Au début, je n'osais pas poser de questions, mais maintenant je me lance et je relance. Je demande quand, pourquoi, comment. Elle ne se laisse pas toujours faire, mais parfois ça marche. Elle raconte pour de vrai, les yeux baissés, les mains sous la table. Parfois elle sourit. Elle raconte la peur, le froid, l'errance, la violence. Les allers-retours en métro, sur la même ligne, pour tuer le temps. Les heures passées dans les cafés, devant une tasse vide, avec le serveur qui revient 4 fois pour savoir si mademoiselle désire autre chose. Les laveries automatiques, parce qu'il est fait chaud et qu'on y est tranquille. Les bibliothèques, surtout celles de Montparnasse. Les centres d'accueil de jour, les gares, les jardins publics. Elle raconte cette vie, sa vie, les heures passées à attendre et la peur de la nuit. Je la quitte le soir sans savoir où elle dort. La plupart du temps, elle refuse de me répondre. Parfois, elle se lève précipitamment parce que c'est l'heure de la fermeture des portes. Elle doit courir à l'autre bout de Paris pour prendre sa place dans une file d'attente, obtenir un numéro de rang ou de chambre, se doucher dans une salle d'eau dégueulassée par les autres et chercher son lit dans un dortoir dont les couvertures sont infestées de puces ou de poux. Parfois, elle ignore où, parce qu'elle n'a pas réussi à joindre le SAMU social, dont le numéro est presque toujours saturé, ou parce qu'ils n'ont plus de place, je la laisse repartir, sa valise brinque-ballant derrière elle, dans l'humidité des derniers soirs d'automne. Parfois, je la laisse là, devant une chope vide. Je me lève, je me rassois, je m'attarde, je cherche quelque chose qui pourrait la réconforter. Je ne trouve pas de mots, je n'arrive pas à partir. Elle baisse les yeux, elle ne dit rien. Et notre silence est chargé de toute l'impuissance du monde. Notre silence est comme un retour à l'origine des choses, à leur vérité. J'avais cru comprendre qu'elle espérait quelque chose en échange. La première fois, quand je lui ai tendu le paquet que j'avais préparé, elle est devenue blême d'un seul coup. Elle a dit « Qu'est-ce que tu crois ?» J'ai voulu lui donner mon bonnet, mon parapluie, mon baladeur MP3 et même de l'argent. Elle a refusé. La seule chose qu'elle accepte, c'est que je paye ce qu'elle boit. Depuis une semaine ou deux, je lui donne le compte exact la fois d'avant, pour qu'elle puisse m'attendre au café. Il faut dire qu'il commence à faire froid. Les 2 fois, elle a dépensé les sous avant de venir. Mais maintenant, le serveur nous connaît. Il la laisse s'asseoir et commander. J'ai dit à mes parents que je préparais un exposé avec Léa Germain et que j'allais chez elle pour travailler. Ils sont contents que je me sois fait une amie. Ils trouvent ça positif. Comme j'ai dilapidé tout l'argent que ma grand-mère m'avait donné pour mon anniversaire, prévu initialement pour m'acheter l'Encyclopédia Universalis en CD-ROM, j'invente des sorties au cinéma avec des élèves de la classe, 8 € à chaque fois. Quand je rentre, je raconte des scènes avec beaucoup de détails inventés, parce que de toute façon, mes parents ne vont jamais au cinéma.
Et puis, je donne mon opinion sur le film, je pioche dans 20 minutes ou À nous Paris, les journaux gratuits qu'on trouve dans le métro. Je brode et j'ajoute ma petite touche personnelle. Nous nous retrouvons directement au café. La gare devient dangereuse pour nous. Elle ne peut pas rester plusieurs jours de suite au même endroit. Cela fait partie de sa vie. Se poser, repartir, éviter les risques. Dans la rue, il y a des règles et des dangers. Mieux vaut ne pas se faire remarquer, baisser les yeux, se fondre dans le décor, ne pas empiéter sur le territoire du voisin, éviter les regards. Dehors, elle n'est rien d'autre qu'une proie. Aujourd'hui, elle raconte ce temps suspendu, arrêté, les heures passées à marcher pour que le corps ne se refroidisse pas, les haltes dans les monoprix ou les grands magasins à traîner entre les rayons, les stratégies pour éviter de se faire repérer, les expulsions plus ou moins violentes des vigiles. Elle me décrit ces endroits invisibles qu'elle a appris à connaître, caves, parkings, entrepôts, bâtiments techniques, chantiers abandonnés, hangars. Elle n'aime pas parler d'elle. Elle le fait à travers la vie des autres, ceux qu'elle croise, ceux qu'elle suit. Elle raconte leurs dérives et parfois leurs violences. Elle parle des femmes. Elle précise, pas des clochards, non, pas des timbrés. Elle dit, note bien ça, Lou, avec tes mots, des femmes normales qui ont perdu leur travail ou qui se sont enfuies de chez elles, des femmes battues ou chassées, qui sont hébergées en centre d'urgence ou vivent dans leur voiture, des femmes qu'on croise sans les voir, sans savoir, logées dans des hôtels miteux, qui font la queue tous les jours pour nourrir leur famille et attendent la réouverture des restos du cœur. Une autre fois, elle parle d'un type qui l'a suivie toute la journée. Elle ne savait plus comment s'en débarrasser. Il s'est assis à côté d'elle sur un banc près du canal Saint-Martin. Quand elle s'est levée, il est resté derrière elle, pas loin. Elle a enjambé le tourniquet du métro, s'est glissée derrière le portillon. Il a fait de même. Elle dit, ça se voyait, qu'il avait rien d'autre à foutre. Un vrai zonard. Je les repère à 15 000, je peux te dire. En pleine rue, elle a fini par l'insulter. Elle a crié tellement fort qu'il a fait demi-tour. Elle est sur la brèche, sur le qui-vive. Elle ne supporte pas que les gens la regardent. Au café, c'est pareil. Si quelqu'un se retourne, elle ne tarde jamais à l'envoyer promener. Tu veux ma photo? Ou qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? Il y a quelque chose chez elle qui en impose, qui force le respect. En général, les gens se lèvent et s'en vont, en bougonnant. Une fois, un type a marmonné « pauvre fille » ou un truc comme ça. No s'est levée, elle a craché par terre à ses pieds. Il y avait une telle violence dans son regard. Le type est parti sans demander son reste. Un autre jour, elle me parle d'une femme qui dort dans le bas de la rue Oberkampf. Toutes les nuits, elle ne veut pas qu'on l'emmène. Elle s'installe là chaque soir avec 6 ou 7 sacs en plastique devant le fleuriste. Elle déploie son duvet. Elle dispose avec précaution les sacs autour d'elle. Elle dort là, à découvert, chaque nuit. Je demande quel âge elle a. No ne sait pas. Elle dit dans les 50 piges bien tassées. Elle l'a vue l'autre jour, chez les petits frères des pauvres. La femme est sortie avec ses pieds tout gonflés. Elle avait du mal à marcher. Elle était pliée en deux, complètement courbée. Elle faisait de tout petits pas. No l'a aidée à transporter les sacs vers son coin. La femme a dit « Je vous remercie infiniment ». Et No ajoute « Faudrait que tu vois comment elle parle, on dirait une présentatrice télé ». Hier, elle était à la soupe Saint-Eustache. Il y a eu une bagarre entre deux femmes pour une histoire de mégots qui traînait par terre. La cigarette n'avait été fumée qu'à moitié, elles se sont battues à mort. Quand on les a séparées, la plus jeune avait une pleine poignée de cheveux dans les mains et l'autre du sang dans la bouche. Pour la première fois, la voix de No s'altère. Elle se tait. Elle a les images dans les yeux. Et je vois que ça lui fait du mal. Elle dit voilà ce qu'on devient. Des bêtes, des putains de bêtes. Elle me décrit ses journées, ce qu'elle voit, ce qu'elle entend. J'écoute avec toutes mes oreilles. Et j'en ai pas mal. J'ose à peine respirer. C'est un cadeau qu'elle me fait, j'en suis sûr, un cadeau à sa manière, avec cette moue qui ne la quitte pas, cet air de dégoût, et puis les mots durs qu'elle dit parfois. Lâche-moi, fous-moi la paix, ou encore, qu'est-ce que tu crois? C'est une question sans en être une, qui revient souvent, comme si elle disait, à quoi tu crois, en quoi tu crois, est-ce que tu crois en Dieu? C'est un cadeau qui n'a pas de prix, un cadeau qui pèse lourd, dont la peur de ne pas être digne, dont j'ai peur de ne pas être digne, un cadeau qui modifie les couleurs du monde, un cadeau qui remet en question toutes les théories.
C'est un jour de décembre, le ciel est bas et lourd, comme dans les poésies, la buée trouble les vitres du café. Dehors, il pleut des seaux. Mon exposé est dans 2 jours. J'ai rempli un cahier tout entier. J'écris à toute vitesse. J'ai peur que ce soit la dernière fois. J'ai peur du moment où je vais la quitter. Je sens que quelque chose manque, quelque chose d'important. Je ne sais rien de sa famille, ni de ses parents. À chaque fois que j'ai essayé, elle a fait semblant de ne pas entendre, d'être trop fatiguée. Ou bien elle s'est levée, elle devait rentrer. La seule chose que j'ai réussi à savoir, c'est que sa mère vit à Ivry. Elle ne s'est jamais occupée d'elle. No a été placée dans une famille d'accueil quand elle avait 12 ans. Elle l'a vue 3 ou 4 fois depuis. C'était il y a longtemps. Il paraît que sa mère a un fils, qu'elle a refait sa vie. Ce soir, il est trop tard. Il est trop tard pour tout. Voilà ce que je pense. Voilà ce qui revient dans ma tête. Il est trop tard pour elle. Et moi, je vais rentrer chez moi. À partir de quand il est trop tard? Depuis quand il est trop tard? Depuis le premier jour où je l'ai vu? Depuis 6 mois, 2 ans, 5 ans? Est-ce qu'on peut sortir de là? Comment peut-on se retrouver à 18 ans dehors, sans rien, sans personne? Sommes-nous de si petites choses, si infiniment petites, que le monde continue de tourner infiniment grand et se fout pas mal de savoir où nous dormons? Voilà les questions auxquelles je prétendais répondre. Mon cahier est plein. J'ai fait des recherches complémentaires sur Internet. J'ai regroupé des articles, découvert des enquêtes. J'ai synthétisé des chiffres, des statistiques, des tendances. Mais rien de tout cela n'a de sens. Rien de tout cela n'est compréhensible. Même avec le plus gros QI du monde, je suis là, le cœur en miettes, sans voix, en face d'elle. Je n'ai pas de réponse. Je suis là, paralysé, alors qu'il suffirait de la prendre par la main et de lui dire « Viens chez moi ». Je note 2 ou 3 trucs sur la dernière page, histoire de me donner une contenance. Elle se tait, les 18 heures. C'est peut-être la dernière fois. Et il n'y a rien devant elle. Rien de plus. Aucun projet, aucun chemin, aucune issue. Elle ne sait même pas où elle va dormir ce soir. Je vois bien qu'elle y pense aussi. Pourtant, elle ne dit rien. Je finis par me lever. Bon, ben, il faut que j'y aille. Ok. Tu restes là? Ouais, je vais rester un peu. Tu veux commander quelque chose d'autre? Non? Ça va aller. Tu seras encore à la gare de temps en temps? Peut-être, je sais pas. On peut se voir mardi à la même heure, comme ça je te raconterai pour mon exposé. Ouais, si tu veux. Je descends dans le métro et j'ai le vertige. C'est une peur bien plus grande qu'un exposé devant toute la classe. Une peur qui dépasse celle que j'éprouverais si j'étais condamné à faire un exposé par semaine jusqu'à la fin de mes jours. Une peur qui n'a pas de nom. Il y a cette ville invisible, au cœur même de la ville. Cette femme qui dort chaque nuit au même endroit avec son duvet et ses sacs, à même le trottoir. Ces hommes sous les ponts, dans les gares, ces gens allongés sur des cartons ou recroquevillés sur un banc. Un jour, on commence à les voir, dans la rue, dans le métro. Pas seulement ceux qui font la manche, ceux qui se cachent. On repère leur démarche, leurs vestes déformées, leurs pulls troués. Un jour, on s'attache à une silhouette, à une personne, on pose des questions, on essaie de trouver des raisons, des explications. Et puis on compte les autres, des milliers. Comme le symptôme de notre monde malade. Les choses sont ce qu'elles sont. Mais moi, je crois qu'il faut garder les yeux grands ouverts, pour commencer. Voilà, c'était la conclusion. Coup d'œil à ma montre, pas de dépassement. Je dois être à peu près aussi rouge que mon pull. Je garde la tête baissée. Je n'ose pas regarder Monsieur Marin. Je range mes papiers étalés sur le bureau. Il va falloir que je regagne ma place. Je ne suis pas sûr d'avoir la force. Quand je suis bouleversé, j'ai les jambes coupées. Pourquoi ils ne disent rien? Pourquoi y a-t-il ce silence tout à coup? Sont-ils tous morts? Sont-ils en train de rire? Et je n'entends plus? Suis-je devenu sourde comme un pot? Je n'ose pas relever la tête. Si seulement j'étais équipé d'une fonction téléportation immédiate vers 10 minutes plus tard, ça m'arrangerait un peu. Ils applaudissent. Je ne rêve pas, j'ai bien entendu. Voilà, je regarde, je suis face à eux, toute la classe, ils applaudissent. Même Léa Germain et Axel Vernou. Monsieur Marin sourit. Assise maintenant à ma place, je pourrais m'endormir là d'un seul coup, tant je suis fatigué. Comme si j'avais dépensé toute l'énergie d'une année en une seule heure. Comme si j'avais vidé toutes mes cartouches et qu'il ne me restait plus rien. Pas une étincelle, pas même la force de rentrer chez moi.
Monsieur Marin m'a mis 18. Il termine le cours par quelques définitions dont nous prenons note: aide sociale, couverture médicale unique, revenu minimum d'insertion, pas avant 25 ans, quart monde, excuse. Une main s'est posée sur mon épaule. Pépite, ça a sonné. Lucas m'aide à ranger mes affaires dans mon sac. Nous sortons de la classe en dernier. Dans le couloir, il éclate de rire. Il ne s'en remet pas. Pépite, tu t'es endormi en plein cours de marin. C'est à mettre dans les annales du lycée. Lou Bertignac roupille en cours et s'en tire sans heure de colle. Je ris aussi. Je suis heureuse, là, tout de suite, dans l'engourdissement du sommeil, et si c'était ça le bonheur. Pas même un rêve, pas même une promesse, juste l'instant. J'y suis retourné à l'heure dite, le jour dit. No n'était pas là. Je l'ai attendu devant la brasserie, j'ai cherché dans toute la gare, au kiosque à journaux, devant les guichets, dans les toilettes. J'ai attendu près du poteau devant lequel elle s'asseyait parfois, quand les flics n'étaient pas là. Dans la foule, j'ai cherché la couleur de son blouson et celle de ses cheveux. Je me suis assise dans la salle d'attente des voyageurs, j'ai guetté sa silhouette frêle par la vitre. J'y suis retourné le lendemain et le surlendemain, et puis d'autres jours. Un soir, tandis que je repassais pour la 10e fois devant le relais à journaux, la dame rousse m'a fait signe de venir la voir. Je me suis approché. « C'est Nolwenn que tu cherches ?» ?»« Oui. »« Ça fait un moment que je ne l'ai pas vue. Elle ne vient plus trop par ici ces derniers temps. Qu'est-ce que tu lui veux ?»« Ben rien, on devait boire un verre. »« Elle a dû changer de crèmerie. Mais dis-moi, tes parents, ils savent que t'es là ?»« Non. »« Tu sais, mon petit, tu devrais pas traîner avec une fille comme ça. Moi, je l'aime bien, Nolwenn. C'est une fille de la rue, une fille qui vit dans un autre monde que le tien. Toi, tu as sans doute des devoirs et des tas d'autres choses à faire, et tu ferais mieux de rentrer chez toi. » Je suis descendu dans le métro, j'ai attendu la rame, je regardais les affiches et j'avais envie de pleurer, parce que No n'était plus là, parce que je l'avais laissé partir, parce que je ne lui avais pas dit merci. Ma mère est assise dans son fauteuil, mon père n'est pas rentré. Elle n'a pas allumé la lumière, elle a les yeux fermés. Je tente de me faufiler sans bruit jusqu'à ma chambre, mais elle m'appelle. Je m'approche d'elle, elle sourit. Quand elle me regarde comme ça, quand elle est si près de moi, une autre image se superpose, une image nette et transparente en même temps, comme un hologramme. C'est un autre visage, plus doux, plus tranquille. Et il n'y a pas ce pli à son front. C'est elle, avant. Elle me sourit avec un vrai sourire, qui vient du dedans. Pas un sourire de façade qui cache les fissures, pas un sourire silencieux. C'est elle, et en même temps ce n'est plus elle. Je ne distingue plus la vraie de la fausse. Bientôt, j'oublierai ce visage-là. Ma mémoire lâchera prise. Bientôt, il n'y aura plus que les photos pour se souvenir. Ma mère ne me demande pas pourquoi je rentre si tard. Elle n'a plus la notion du temps. Elle dit « Ton père a appelé, il ne va pas tarder. » Je pose mes affaires et je commence à mettre le couvert. Elle se lève, me suit dans la cuisine. Elle me demande comment ça va. Elle est là, avec moi. Et je sais que ça lui coûte. C'est un effort. Je réponds que tout va bien. Oui, le lycée, ça se passe bien. J'étais chez ma copine, celle dont je t'ai parlé. J'ai eu 18 à mon exposé. Je ne sais plus si je vous l'ai dit. Ça va. Oui, les profs sont sympas, les élèves aussi. Dans 2 jours, on est en vacances. Déjà? Elle s'étonne. Le temps passe si vite. Déjà Noël, déjà l'hiver, déjà demain, et rien ne bouge. Voilà le problème. En effet, notre vie est immobile, et la Terre continue de tourner. Quand la porte s'ouvre, il y a cet air froid qui vient du dehors, et d'un seul coup envahit l'entrée. Mon père referme aussitôt derrière lui. Voilà, il est au chaud, nous sommes au chaud. Je pense à nous, quelque part, j'ignore où, sur quel pavé, dans quel courant d'air. Tiens, ma puce, j'ai trouvé un truc qui va t'intéresser. Mon père me tend un livre, de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Je l'avais repéré sur Internet et j'en rêvais depuis des semaines. Il pèse des tonnes. Il y a plein d'images magnifiques sur papier glacé et tout. Il va falloir que je tienne jusqu'à après le dîner pour l'engloutir. En attendant, je m'empare de l'emballage de moussaka qui traîne sur la table de la cuisine. J'annonce haut et fort mon intention de le garder. Dorénavant, tout emballage de produits Picard devra m'être remis en main propre. Je prévois prochainement un test comparatif. Ce n'est pas que cela soit mauvais, mais les plats surgelés ont tous plus ou moins le même goût. Moussaka, hachis parmentier, poêlée méridionale, brandade et j'en passe. Et il doit y avoir un ingrédient commun, quelque chose qui domine. Ma mère rit.
C'est suffisamment rare pour justifier une recherche approfondie. Dans mon lit, je pense à la femme du kiosque à journaux. Il y a cette phrase qui me revient. C'est une fille qui vit dans un autre monde que le tien. Moi, je m'en fous pas mal qu'il y ait plusieurs mondes dans le même monde et qu'il faille rester dans le sien. Je ne veux pas que mon monde soit un sous-ensemble A qui ne possède aucune intersection avec d'autres B, C ou D, que mon monde soit une patate étanche tracée sur une ardoise, un ensemble vide. Moi, je préférerais être ailleurs, suivre une droite qui mènerait dans un endroit où les mondes communiquent entre eux, se recouvrent, où les contours sont perméables, où la vie est linéaire, sans rupture, où les choses ne s'arrêtent pas brutalement, sans raison, où les moments importants sont livrés avec leur mode d'emploi, niveau de risque, branchement sur secteur ou pile, durée prévisible d'autonomie, et les équipements nécessaires, airbag, GPS, aide au freinage d'urgence. Parfois, il me semble qu'à l'intérieur de moi, quelque chose fait défaut, un fil inversé, une pièce défectueuse, une erreur de fabrication, non pas quelque chose en plus, comme on pourrait le croire, mais quelque chose qui manque. Monsieur Muller, venez au tableau. Lucas déplie son grand corps, il se lève avec nonchalance, monte sur l'estrade, se poste devant la surface lisse. Tracez un rond. Lucas prend la craie, s'exécute. C'est votre note. Frémissement général. Vous pouvez ranger vos affaires et terminer l'heure en permanence. Je ne peux accepter un devoir aussi médiocre sur un contrôle de connaissances prévu depuis 2 semaines. Monsieur Marin distribue les copies. Lucas range ses affaires, impassible. Il me jette un regard complice. Il en faut davantage pour l'ébranler. Il traîne des pieds, se dirige vers la porte, prend tout son temps. À la sortie du lycée, je l'aperçois, il est appuyé contre un panneau de sens interdit. Il fume une cigarette. Il me fait signe et m'appelle. À chaque fois, c'est la même sensation, à l'intérieur de mon corps, comme un trou d'air, comme si mon estomac descendait d'un coup dans mes talons et remontait aussi sec. C'est pareil dans les ascenseurs de la tour Montparnasse pour la visite panoramique. Il m'attendait. Tu veux venir chez moi, Pépite? Panique à Disneyland, alerte rouge, mobilisation générale, affolement biologique, court-circuit, carambolage interne, évacuation d'urgence, révolution sidérale. Merci, non, je peux pas. Cette puissance du dialogue, comme dirait mon père. J'en meurs d'envie. Mais si jamais... Peut-être que ça n'a rien à voir avec ça, si jamais il m'embrasse. Peut-être qu'il veut juste qu'on discute un peu. Mais si jamais... Quand on embrasse, dans quel sens faut-il tourner la langue? La logique voudrait que ce soit dans le sens des aiguilles d'une montre. En même temps, embrasser, je suppose que cela échappe au rationnel, à l'ordre des choses. Il n'est donc pas exclu que cela se fasse en sens inverse. Je dois rentrer, merci. Une autre fois peut-être. Il s'éloigne, main dans les poches. Le bas de son jean est usé à force de traîner par terre. Il est beau, même de loin. Peut-être qu'il n'y aura pas d'autre fois. Peut-être que dans la vie, on a une seule chance. Tant pis si on ne sait pas la saisir, ça ne revient pas. Peut-être que je viens de rater ma chance. Dans le bus, je regarde les gens. Je me demande s'ils ont su saisir leur chance. Rien ne l'indique ni ne l'infirme. Ils ont tous la même expression de fatigue, parfois un vague sourire. Je m'arrête 1 ou 2 stations plus tôt pour marcher. Je fais ça souvent, quand je n'ai pas envie de rentrer chez moi, pas tout de suite. Je ne vais plus à la gare, je traîne un peu sur le boulevard Richard Lenoir. C'est un endroit où il y a beaucoup de sans-abri. Sur le terre-plein central, autour des jardins et dans les squares, ils sont en groupe, chargés de sacs, de chiens, de duvets. Ils se réunissent autour des bancs, ils discutent, boivent des canettes. Parfois ils rigolent, ils sont gais, parfois ils se disputent. Souvent il y a des filles avec eux, jeunes, elles ont les cheveux sales, des vieilles chaussures et tout. Je les observe de loin, leurs visages abîmés, leurs mains écorchées, leurs vêtements noirs de crasse, leurs rires édentés. Je les regarde avec cette honte sur moi, poisseuse, cette honte d'être du bon côté. Je les regarde avec cette peur que nous soient devenus comme eux, à cause de moi. Il y a quelques jours, Mouloud est mort. Depuis 10 ans, il vivait dehors dans notre quartier. Il avait sa grille de métro au croisement de 2 rues, dans un renfoncement juste à côté de la boulangerie. C'était son territoire. Sur le trajet de l'école élémentaire, pendant quelques années, je l'ai vu là, tous les matins et tous les soirs. Les élèves le connaissaient bien. Au début, on avait peur de lui. Et puis, on s'était habitué, on le saluait, on s'arrêtait pour discuter. Il refusait d'aller dans les foyers parce qu'il n'acceptait pas son chien, même quand il faisait très froid. Les gens lui donnaient des couvertures, des vêtements, de la nourriture. Il avait ses habitudes au café d'en face, il buvait du vin dans des bouteilles en plastique. Pour Noël, on lui offrait des cadeaux.
Mouloud était kabyle. Il avait les yeux bleus. Il était beau. On racontait qu'il avait été ouvrier chez Renault pendant 10 ans. Puis un jour, sa femme était partie. Mouloud a eu un malaise. On l'a emmené à l'hôpital et le lendemain, on a su qu'il était mort d'une embolie pulmonaire. Mon père a appris la nouvelle par les propriétaires du café, là où Mouloud s'était installé. Les gens ont commencé à coller des affiches, des lettres, des hommages et même une photo de lui. Ils ont allumé des bougies et ont déposé des fleurs. Le vendredi suivant, il y a eu un rassemblement. Une centaine de personnes sont venues autour de sa tante qui était restée là. Personne n'avait voulu y toucher. Le lendemain, le journal Le Parisien a publié un article sur Mouloud, avec une photo de son coin transformé en hôtel. La dame du bar d'en face a recueilli le chien de Mouloud. Les chiens, on peut les prendre chez soi, mais pas les SDF. Moi, je me suis dit que si chacun d'entre nous accueillait un sans-abri, si chacun décidait de s'occuper d'une personne, une seule, de l'aider, de l'accompagner, peut-être qu'il y en aurait moins dans la rue. Mon père m'a répondu que ce n'était pas possible. Les choses sont toujours plus compliquées qu'il y paraît. Les choses sont ce qu'elles sont. Et il y en a beaucoup contre lesquelles on ne peut rien. Voilà sans doute ce qu'il faut admettre pour devenir adulte. On est capable d'envoyer des avions supersoniques et des fusées dans l'espace, d'identifier un criminel à partir d'un cheveu ou d'une minuscule particule de peau, de créer une tomate qui reste 3 semaines au réfrigérateur sans prendre une ride, de faire tenir dans une puce microscopique des milliards d'informations. On est capable de laisser mourir des gens dans la rue.